Bon, on va accélérer ensemble, mais avant, je voudrais dire à Jean-Yves que je suis très heureux parce qu'il a mûri son projet pendant longtemps et réussi de façon exceptionnelle. Que je suis heureux pour le club parce que 19 congrès, c'est une preuve de belle vitalité. Puis je suis heureux de revenir à Pau parce que dans les années 80-90, eh bien, j'ai aidé le médecin du club, Michel Loga, à mettre en place sa section médicale et j'ai assisté à la douloureuse migration entre Orthez et Pau. Alors, où c'est que j'avance ? Voilà, donc comme je vous fais chaque année sport automobile, j'ai mis un peu de moto cette année, donc on va faire sport mécanique. Et pour aller vite, donc, je vais vous donner les principales données qu'on peut recueillir sur ces sportifs. Donc d'abord la fréquence cardiaque qui est un peu étonnante pour un sport assis, puisqu'elle est très très élevée, environ 80-90% de la fréquence cardiaque maximale. Là vous avez ici donc un Voltaire sur le circuit de Monaco, qui n'est pas un circuit très rapide, et vous voyez que les fréquences sont tout de même très élevées. Fréquence enregistrée, donc au départ, vous voyez que ça va déjà très vite, avant même qu'on démarre. Au premier virage, qui est souvent accidentogène, ça monte. Les fréquences cardiaques les plus élevées qu'on a recueillies sont sur des pilotes de rallye pendant les épreuves spéciales, qui montent à 220 par minute. Puis vous voyez que sur les courses de F1 et sur les Grands Prix moto, on a à peu près les mêmes courbes de fréquence qui ne descendent jamais en dessous de 140 par minute. Consommation maximale en oxygène, j'ai peu de données chez les motos, mais ce sont plus sur des pilotes de Formule 1 dont je me suis occupé, un groupe d'une quinzaine environ, donc en moyenne 70-75 ml par minute par kilo. C'est proche de celle des rameurs, je vous dis ça parce qu'il y a une étude qui est intéressante. Consommation maximale, consommation en oxygène en course, environ 60 à 70% du VO2 max. Donc ici, c'est une comparaison avec les rameurs, donc des rameurs de haut niveau aussi, de petits groupes, bien sûr. Sur ces sports-là, on n'a pas de grands groupes. En situation de course, vous voyez que la consommation en oxygène en course est à peu près identique en ce qui concerne les rameurs et les pilotes, autour de 77-80%, et qu'au niveau de la contraction volontaire maximale, en tout cas pour les épaules, le cou, les jambes et ce qu'on appelle le grip, on y reviendra, eh bien elle est aussi équivalente. Particularité de la consommation en oxygène de ces sportifs, surtout pour les pilotes automobiles, que je connais mieux, c'est le grip, la façon de tenir le volant. Chacun est différent, c'est comme un pianiste ou comme un violoniste, on ne tient pas son volant de la même façon. Certains l'empoignent, d'autres le tiennent à trois doigts, mais en tout cas, il y a un grip très 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 puissant qui fait que chez le pilote, la consommation en oxygène des bras est beaucoup plus élevée que chez une population sportive habituelle. Il y a 70% de la consommation maximale totale, et alors que dans une population sportive moyenne, elle est de 40%, et dans une population générale non sportive, elle est à égalité à 50%. Anomalie de l'électrocardiogramme, très peu d'anomalies de l'électrocardiogramme, modification de l'amplitude de l'onde de P, variation de l'intervalle PR et QT, variation plutôt donc un peu plus fréquente de la largeur de l'amplitude du QRS, hyperexcitabilité auriculaire et ventriculaire. Vous voyez qu'il n'y a là rien d'exceptionnel. Échographie cardiaque sur ces populations, plutôt de type endurant, avec dilatation harmonieuse des cavités, les 4 cavités sans hypertrophie, alors que je vous dirai tout à l'heure que pour moi c'est plutôt un sport en aérobie, c'est un sport où la préparation musculaire est très importante, mais il est probable que le fait que cette préparation soit très séquentielle, c'est-à-dire qu'on muscle les mains et les avant-bras, mais pas les épaules, on va muscler le pied et la jambe, mais pas la cuisse, ainsi de suite, fait qu'il n'y a finalement pas d'impact de ce travail isométrique sur les cavités cardiaques. Catécholamine, c'est une étude très ancienne sur une petite population, mais comme on en a parlé tout à l'heure, c'est bien qu'on le mette. Vous voyez que par rapport à une période de repos, par rapport au test cyclo-ergométrique, déjà on multiplie par 4 l'expression urinaire des catécholamines, et après un effort de course, multiplié par 8. En ce qui concerne les lactates, c'est un peu surprenant. Avant effort, donc, le dosage est à 1,5, encore une fois un petit groupe. Après effort cyclo-ergométrique, on est à 13. Et vous voyez qu'après effort de conduite automobile, on est à 3,5 millimoles par litre. Donc on peut se demander pourquoi
on a moins sécrété de lactate à l'effort de conduite qu'à l'effort cycloergométrique, mais c'est probablement parce qu'au niveau de l'effort de pilotage donc de ces monoplaces, on engage peut-être moins de tonus musculaire. Alors, qu'est-ce qui influence donc cette activité cardiaque pour avoir ces particularités? Eh bien, d'abord la charge de travail, puis ce que j'ai qualifié d'environnement, et surtout, ce qui est spécifique à notre sport, les accélérations. Alors, charge de travail, donc on l'a vu, dépenses énergétiques moyennes en course, c'est pour la Formule 1 que je vous donne ce chiffre, 1h30 de course environ, 850 à 1200 kcal selon les pilotes, ça représente 65 à 75% du VO2 max. Les contraintes physiques, là, sont particulières. Alors, la position du corps, vous voyez ici, une épure qu'on fait en pré-saison pour préparer le siège. Vous voyez que l'habitacle est étroit, on se tient comme ça dans ces habitacles. L'accrochage du harnais est uniquement suspubien, donc il y a un verrouillage suspubien par le harnais, et le siège est toujours inconfortable pour les pilotes parce qu'ils sont pratiquement assis sur l'os, ils sont en général de faible poids, et on change le siège 3 ou 4 fois par saison sans résultat sur leur plainte. La chaleur est quelque chose de très important. Vous voyez ici le pilote, il est appuyé sur son moteur, et là, il est appuyé sur ses freins. Donc le stockage de température est énorme. Il est vêtu de combinaisons inifuges et de sous-vêtements inifuges, donc il a déjà 2 épaisseurs. En tout cas, pour ces monoplaces, les ingénieurs font qu'il n'y a pas de ventilation, même si c'est sans cockpit, il n'y a pas de ventilation au niveau du siège. Donc la température s'élève très rapidement au niveau du pilote. On l'a calculé en moyenne à 15 degrés supérieure à la température extérieure. Ce qui fait que si vous êtes au Brésil à 30 degrés, dans la voiture, il fait 45 degrés. Encore une fois, sans habitacle. Autre contrainte physique, l'hygrométrie, bien entendu, qui est importante, les vibrations. Les plus délétères, en particulier pour le système vertébral, sont les plus faibles amplitudes, autour de 5 Hz. Il y a le bruit, 120 décibels, c'est le bruit d'un avion au décollage. Et les contraintes visuelles, si vous asseyez dans une monoplace, en fait, vous voyez très peu la piste, surtout si vous n'êtes pas très grand comme moi. Et donc, il faut surveiller le miroir, il faut surveiller son volant, qui est un ordinateur qui vous donne des informations. On n'a jamais obtenu de la FIA qu'on puisse envoyer les informations sur la visière du casque, comme en bénéficient les pilotes de chasse. Donc, c'est assez difficile à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces contraintes? D'abord, vous avez vu, à cause du stockage de chaleur, le risque maximum de déshydratation. Il est très difficile de déshydrater en course. On a des systèmes qui amènent l'eau à travers le casque, mais il faut pousser sur un bouton, et puis l'eau, au bout de quelques minutes, fait à peu près la même température que la voiture, 40 degrés. Les pilotes ne boivent pas. Donc il faut préparer l'hydratation avant la course. Et ensuite, les perturbations circulatoires aux membres inférieurs qui sont favorisées par le verrouillage du harnais. La moto, juste un mot de la moto, donc je ne vous dis rien sur le plan technique, mais vous voyez le grip particulier du pilote, il est différent de celui du pilote de Formule 1, il y a une cassure du poignet, mais il n'est pas moins violent que celui du pilote de Formule 1. Les mêmes contraintes au niveau donc hygrométrie, vibration, contraintes visuelles. Alors il y a une particularité ce n'est pas une chute, c'est l'angulation du corps par rapport à la moto. Vous voyez, l'angulation peut aller jusqu'à 60 degrés. Ici, c'est la photo du record, 68 degrés. Et donc, ça n'est pas sans implication, puisque ce positionnement du corps entraîne un impact de 2G. On verra tout à l'heure l'impact des G. Voilà. En plus, il y a des contacts genoux-coudes. Et là encore, il y a de la chaleur, mais moins importante, puisque tout de même, il n'y a pas de cockpit et le moteur est ventilé. Mais tout de même, sachez que les freins montent à 800 degrés et qu'il y a les mêmes vêtements protecteurs. Et finalement, il n'y a pas non plus chez le motard la possibilité de s'hydrater. Chez le motard, c'est surtout le risque de chute qui est majeur et les contraintes articulaires. Pour tous ces sports, les contraintes psychologiques sont très importantes, en particulier conduite sous la pluie, le danger, donc la compétition qui entraîne, en plus du stress d'activité, un stress psychologique important, la médiation, il y a toujours 400 ou 500 journalistes qui vous suivent, donc c'est quelque chose qui impacte sur de jeunes sportifs. Donc l'axe adrénergique est fortement sollicité, donc vous l'avez vu au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau de la glycogénolyse, je vous ai parlé des lactates, donc on voit bien que cette fréquence cardiaque n'est pas corrélée qu'à la charge d'activité. Alors, une particularité de ces sports, ce sont les accélérations. Elles sont de tout type, soit antéro-postérieures. Je vous rappelle qu'un G correspond à l'unité d'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre.
Donc elles peuvent être antéro-postérieures allant jusqu'à 5G, latérales allant jusqu'à 6G, verticales sur les vibreurs, et puis des impacts, comme on enregistre tout sur ces voitures, eh bien, il nous est arrivé d'enregistrer des impacts à 100G, pilote encore vivant. Alors, quelle est l'accélération maximale d'une voiture? C'est 400 km/h, c'est à peu près la vitesse de décollage d'un avion. Pourquoi on ne va pas plus vite? Pour des raisons de sécurité. 400 km/h, ça correspond à 1000 chevaux, mais les ingénieurs nous garantissent qu'ils pourraient mettre 2000 chevaux sur les voitures. Donc aller beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'on va de 0 à 100 km à 2 secondes, 2 secondes et demie. C'est la vitesse du guépard, sauf que le guépard ne peut pas répéter. Ou 0 à 200 km en 4 secondes. La moto, 355 km, vous voyez. Donc, je passe puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qui est différent entre le sport mécanique auto et le sport mécanique moto? C'est le freinage. Quand vous montez dans ces voitures-là, dans ces monoplaces, ce n'est pas l'accélération qui va vous impressionner, parce que vous y attendez à aller vite. C'est le freinage. Le freinage va vous précipiter le casque dans les genoux. C'est absolument impressionnant en monoplace. Ça n'est pas le cas dans la moto. Vous voyez, en freinage auto, on peut aller jusqu'à 5G. C'est-à-dire qu'on passe de 300 km à 100 km en 4 secondes, ou de 200 à 60 en 2 secondes sur 65 mètres. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce que la voiture, plus le poids du pilote, ça fait autour de 700 kg. Et les ingénieurs sont capables de mettre sur les pneus, au niveau des freins, l'équivalent de 3 tonnes. Donc c'est 3 tonnes sur 700 kg, ça freine dur. Au niveau de la moto, c'est complètement différent. Il n'y a pas de freinage au-delà de 1G et demi, 2G maximum. Alors, vous voyez qu'on ralentit moins vite en moto qu'en voiture. Pourquoi? Parce que le poids de la moto plus du pilote, ça fait autour de 250 kg, et c'est l'équivalent de l'aérofreinage et de l'inertie de la moto. Donc, on est à peu près, la pression est à peu près équivalente et on est à peu près à 1G. Alors, là, je vous ai mis juste les vitesses maximales avec soit les superbolides, bon, peu importe. Que sont les effets de l'accélération? Eh bien là, l'accélération peut agir sur l'électrocardiogramme, sur l'intervalle PR, il y a des blocs de premier degré, on peut élargir le QRS, et puis il y a des troubles conductifs. Alors il y a une expérience chez le hamster qui est intéressante, c'est un hamster qu'on soumet à des accélérations, et vous voyez que son tracé de repos est un tracé tout à fait correct pour un hamster, bien sûr. La repolarisation n'est pas tout à fait celle de l'humain, mais bon. Et vous voyez qu'au bout de 13 minutes à 4G, le hamster, d'abord il modifie un peu son électrocardiogramme, mais progressivement, après un bloc de premier degré, il passe en bloc de deuxième degré et il passe en BAV complet. Donc il y a possibilité de troubles conductifs avec les accélérations, et bien sûr réversible, puisqu'après 6 minutes de repos, il retrouve son tracé normal de hamster avec juste un bloc de premier degré. Alors, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas l'accélération en elle-même, c'est la variation de l'accélération, c'est-à-dire la variation instantanée. Combien de G par seconde, soit d'accélération, soit de décélération. Et à partir d'un G par seconde, eh bien, on peut avoir des troubles cliniques. Autre élément qui est très important, je crois, il faut que vous y pensiez selon les sports que vous suivez, c'est l'apnée. L'apnée sèche. Et il y a une apnée du pilote qui est très importante, en particulier sur les pilotes de Formule 1, depuis qu'on a les gilets d'évaluation. À peu près 20 à 30% du temps de course se passe en apnée. Et apnée plutôt qu'hypoventilation, pour laquelle on recommande d'ailleurs un entraînement avec des séries dynamiques à sec, renforcement musculaire, renforcement du diaphragme et préparation mentale, bien sûr. C'est une apnée compressive sur l'infrastructure de la voiture, dans les attractions latérales, mais c'est aussi un blocage respiratoire secondaire à l'effort de concentration, par exemple dans les tours de qualification des pilotes. Ça, c'est très important. Donc, vous avez affaire à ce phénomène d'apnée qui est non négligeable, qui peut entraîner une hypoxie, une hypercapnie. C'est surtout valable en fin de course. Cette hypoxie peut être génératrice donc d'une baisse de vigilance, en particulier au niveau des décisions du pilote. Et vous savez que les accidents dans ces compétitions-là sont surtout dans le dernier tiers de la course. Est-ce qu'il y a des troubles cliniques? Quelques-uns. L'hypothymie, syncope, troubles visuels, je dirais un mot du cou et du rachis. Donc il va y avoir une réduction du flux sanguin cérébral, d'abord par baisse de débit liée à ces accélérations qui font que le flux sanguin ne monte pas aussi vite que prévu au niveau cérébral, et puis l'apnée peut ajouter aussi.
Les lipotymies sont rares, bien sûr, pratiquement plus chez le pilote entraîné, hein, mais chez quelqu'un de non entraîné, la syncope est possible. Si vous êtes passager d'un de ces pilotes-là, vous pouvez perdre connaissance brièvement quand vous faites un tour de circuit. Troubles visuels par hypoxie cérébrale, par diminution temporaire de l'irrigation rétinienne, donc à cause de cette baisse des débits sanguins. Qu'est-ce que ressentent les pilotes? Qu'est-ce qu'ils décrivent? Le voile gris, qui est une diminution du champ visuel périphérique, le voile noir, qui est une diminution du champ visuel central, et si on était pilote de chasse, on irait jusqu'au voile rouge, qui là est présyncopal. Voilà. Alors, juste un mot du problème du cou lié à ces accélérations. Le poids moyen de la tête et du casque est d'environ de 8 kg. Si vous êtes à 3 G d'accélération, ça passe à 24 kg, et à 5 G d'accélération, 40 kg. Vous voyez le problème du pilote dans sa préparation. Pour le motard, le problème est au rachis, hein, sa position. D'abord le poids de la tête et du casque dans cette position, la voussure du rachis en position de ligne droite, et dans les virages, vous voyez ces flexions de la colonne vertébrale qui sont impressionnantes, ajoutées aux vibrations et au traumatisme. Est-ce que ces troubles sont graves? Oui, au volant, mais bon, pilote inexpérimenté. Non à long terme, pas de séquelles. Et en général, l'entraînement réduit donc les effets de la vitesse. Alors, ça, je vous le livre, ce n'est pas une série, ce sont des observations personnelles de pilotes que j'ai suivis en post-carrière, et donc 3 d'entre eux sont quand même porteurs d'un stimulateur cardiaque. On peut imaginer que ça pourrait être les sollicitations successives au cours de leur carrière de leur système de conduction qui a pu les amener là, mais ça ne peut pas en faire une série. Que dire de l'entraînement de ces pilotes? Donc, finalement, on va se retrouver un entraînement partagé entre l'endurance et la résistance, même si je pense que ce sport-là est plutôt en aérobie, plutôt de type résistant. Quand c'est qu'on fait l'endurance dans la trêve hivernale, la trêve estivale est très courte, c'est très difficile de leur faire suivre un programme. Si vous avez des pilotes allemands, ça marche. Si vous avez des pilotes brésiliens, ils sont à la chasse, à la plage. Et donc la récupération entre les courses ne permet pas de faire grand-chose. Après, c'est selon le goût de chacun. Pourquoi on fait de l'endurance? C'est surtout pour les préparer aux fortes charges de travail, voyez-vous, parce que le pilotage, c'est tous les jours, c'est pas que ils sont tous les jours dans la voiture, soit dans la voiture, soit au simulateur. Et le simulateur est finalement aussi pénible que la voiture. Mais je dirais que c'est plutôt finalement un sport en aérobie, un sport de résistance, avec ce travail musculaire isométrique, donc séquentiel. Le coup, vous avez vu, on se prépare en fonction de la course suivante, on compte les virages à droite ou à gauche qu'il y a dans la course qui viendra, et on se prépare plutôt pour la droite ou plutôt pour la gauche dans les 15 jours qui précèdent. Vous voyez jusqu'où ça va. Le trapèze, les mains, les avant-bras, pas les épaules, sinon on ne rentre plus dans la voiture, et pas les cuisses non plus, sinon on ne passe pas. Voilà, les pieds, les jambes, les pectoraux, parce qu'on a ce travail d'apnée, ce renforcement pour l'apnée. Voilà. Et puis, il faut les traîner au stade pour leur faire du travail fractionné. Bon, moi, je leur faisais faire des séries de 200 et de 400 mètres, ils me maudissaient, sauf en fin de course où finalement ils se sentaient mieux. Et puis, je dirais donc que je suis partisan de l'entraînement à l'apnée sèche pour ce sport-là. Le suivi médical n'est pas extraordinaire. Je ne sais plus comment on revient en arrière, mais peu importe. Pour vous dire qu'au niveau de la Fédération internationale de l'automobile, il y a un suivi qui... Je ne sais plus comment il y en aurait. Non, bon, peu importe. Peut-être là? Non? Je ne sais pas. Au niveau de la Fédération internationale de l'automobile, simplement pour vous dire que, par exemple, l'écho cardiaque n'est pas encore du domaine obligatoire. La seule obligation cette année, c'est que les pilotes qui viennent en Formule 1 ne doivent pas peser plus de 90 kg. C'est le seul ajout qu'on a eu. Et pour la Fédération internationale de moto, pour vous dire, l'électrocardiogramme de base n'est devenu d'usage que l'année dernière. Voilà, donc je vous remercie. Donc,